22 juin 1941. Opération Barbarossa. Lors d'une offensive aussi surprenante qu'inattendue, Hitler attaque Staline, son ami d'hier. L'armée allemande ne s'enfonce pas en URSS dans une guerre de conquête, mais pour une guerre coloniale. Pour mener sa guerre totale contre l'Angleterre, le Führer a besoin des ressources de l'URSS, ses minerais, ses terres agricoles et son pétrole du Caucase. Un ciel immensément bleu, comme si Dieu voulait nous éblouir par la beauté de sa création. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Dans un an, il y aura plein de champs cultivés ici. Au cours des jours et des semaines de cette offensive, la Wehrmacht écrase l'adversaire soviétique d'un point de vue tactique. Mais c'est notamment dans le ciel, avec sa Luftwaffe, qu'elle obtient ses plus gros succès en écrasant l'aviation soviétique. Sur ce front de plus de 2000 km, des pays baltes à la Roumanie, les pilotes allemands découvrent un front une facilité encore jamais vue, d'une aisance sans commune mesure. De nombreux appareils excellent dans cette campagne, comme le Bf-110, qui se va retrouver une seconde carrière opérationnelle, désormais en tant que Yabo ou chasseur-bombardier, ou encore le Junker 87 ou Stuka, qui pilonne les positions, harcèle les combats de renfort et terrifie les soldats de l'armée rouge à l'aide de sa sirène. Belle revanche pour cet appareil qui avait été retiré des opérations durant la bataille d'Angleterre et qui retrouve comme le Bf-110 une seconde jeunesse. Mais l'appareil qui excelle le plus au début de l'opération Barbarossa, c'est le Messerschmitt Bf-109. Au début de l'invasion allemande, c'est la version F2 qui est en service dans la majorité des Jagdgeschwader. À ce moment de l'histoire, le Bf-109 est au sommet de sa carrière. L'avion est fiable et moderne, il est l'un des sorties les plus hautes vitesses de pointe et qui grimpe le plus vite au monde. Combiné à d'excellentes performances à haute altitude, ainsi qu'à une formidable agilité, malgré une rédaction qui lui fait terriblement défaut ici, le Bf-109 est la machine la plus redoutable dans les airs, efficacité dopée par le fait qu'il est piloté par certainement les meilleurs pilotes du monde. Au sein des rangs de Luftwaffe se trouve une unité de pilotes très talentueux, mais surtout extrêmement expérimentés. Des noms comme Werner Manders ou Adolf Galland doivent vous dire quelque chose, ainsi que d'autres noms moins connus comme Günter Lützow ou encore Walter Rosau, pour les plus connaissants d'entre vous, mais aussi d'autres noms qui à l'époque, au sein du Reich, ne font pas la une, mais qui explosent sur ce front, comme Gunther Rall, Gerhard Barkholm ou encore Walter Krupinski. Le 11 juillet 1941, l'information tombe. L'Oberstleutnant Werner Manders, 28 ans, devient le premier à dépasser le cap symbolique des 100 victoires et reçoit ainsi les diamants à sa croix de chevalier de la Croix de Fer avec feuilles de chêne et glaive. Oberstleutnant Mölders von erfolgreichem Feindflug zurück. Dieser beste Jagdflieger der Welt konnte bisher 115 Luftsiege erringen. Der Führer verlieh ihm in Würdigung seines immerwährenden heldenmütigen Einsatzes im Kampf um die Freiheit unseres Volkes die höchste Tapferkeitsauszeichnung, das Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. On pourrait s'attendre à un exploit unique. Mais lorsque le 12 août et le 15 septembre, Walter Rosau puis Günter Lützow atteignent eux aussi la barre des 100, dès lors, il devient assez évident que doucement mais sûrement, une caste très élitiste et prestigieuse est en train de naître, celle des Experten. Durant l'été 1941, si le Bf-109 est au sommet de sa carrière, le RLM ou le ministère de l'air du Reich ne se trompe pas sur son avenir. Conscient que l'appareil a probablement atteint son plein potentiel, il devient assez évident que sa carrière touche à son apogée. Et ainsi, avec les limites de développement du Daimler Benz 601, le RLM préfère désormais miser sur de nouveaux chasseurs plus modernes, comme le prometteur FW190 de l'ingénieur Kurt Tank. Cette volonté de remplacement s'était faite au début de l'année 1941, mais suite à l'échec inattendu de l'opération Barbarossa, causé en partie par l'échec de la Wehrmacht en URSS, et avec la déclaration de guerre aux États-Unis, il devient assez évident pour la Luftwaffe que le remplacement du Bf-109 est plus proche de l'utopie que de la réalité. Ainsi, contre toute attente, le Bf-109 reste au sein de la Luftwaffe encore mieux. Un nouveau moteur lui est développé et la nouvelle série G devra remplacer la série F. Et ainsi, la machine de Willy Messerschmitt entame un nouveau volet de son histoire. Weiterfeuern! Spart keine Munition! Nous sommes en février 1942.
Alors que l'Allemagne et l'URSS reconstituent leurs forces dans l'optique de porter le potentiel coup décisif, la Luftwaffe voit l'apparition du nouveau Bf-109G, plus communément appelé Gustav. La principale évolution du Bf-109G par rapport au Bf-109F était le nouveau moteur, le Daimler-Benz 605A, qui était une nouvelle architecture directement dérivée du Daimler-Benz 601. Moteur des ex BS9E et autres BS9F, le Daimler-Benz 605A offrait plus de puissance grâce à une cylindrée agrandie, octroyant 1475 chevaux contre 1350 pour le Daimler-Benz 601E. Bien que l'on a vu initialement dans les plans du RLM il y a encore un an, l'introduction du BS9G s'inscrivait dans la continuité du BS9F, à la seule différence qu'au début de sa carrière, les premières versions entrent en service par paire de 2, suivant une logique impair-pair. Les versions impair, exemple la G1, destinées à la haute altitude pour intercepter les bombardiers, puis les versions pair, exemple la G2, distribuées en masse au sein des Jagdgeschwader à partir du printemps 42, étaient destinées à la supériorité aérienne. Ensuite, les modifications apportées à la cellule restaient mineures. On note un renforcement de la structure pour compenser la centaine de kilos supplémentaires du Daimler-Benz 605, ainsi que diverses améliorations comme la standardisation de la plaque d'ébandage frontal déjà présente sur les Emil et les Friedrich et reprise sur la G, ou encore l'ajout d'un cockpit pressurisé sur la G1. Cette version entra d'ailleurs en service en février 42 et fut principalement attribuée au 11e Staffel de la JG26 et de la JG2, unités commandées lors de la bataille d'Angleterre en 1940 par un certain Helmut Wick, l'un des rares exceptionnaires de la Croix de la Croix de Fer avec feuille de chêne durant cette période. Mais si tu veux en savoir plus sur ce pilote, je t'invite à découvrir cette vidéo. En dépit de ses améliorations majeures, le Bf-109G n'était pas le favori des pilotes allemands. Sa puissance se rendait difficile à piloter comparé à l'ancien Friedrich. Et l'avis de la plupart des pilotes de chasse était qu'on avait sacrifié l'agilité au profit de la vitesse. Mais ce n'était pas le plus gros défaut. Des problèmes de fiabilité apparus, notamment des pannes moteurs ainsi que des cas d'auto-inflation causés par des surchauffes. Une faiblesse récurrente dans l'histoire du Daimler-Benz 605A, malgré tous les efforts déployés pour améliorer la ventilation et le refroidissement, les problèmes persistèrent. De plus, bien que le BS9G était le successeur direct du BS9F et plus précisément du F4, avion qui au cours de l'année 42 était présent au sein de la majorité des Jagdgeschwader quel que soit le front, a vu son successeur EG2 être principalement voire exclusivement assigné à des Jagdgeschwader présentes sur le front de l'Est, ce qui peut donc paraître assez bizarre. Cependant, si l'on s'intéresse à la situation stratégique du Reich et notamment au fait qu'elle était 42, il sert déclenche l'opération Fallblow, une opération ayant pour principal objectif de s'emparer des puits de pétrole du Caucase et notamment des sites de production de Mykops et de Grozny, cela devient bien plus clair. Et si en plus on prend en compte que Hitler dit des phrases comme « Si je n'ai pas le pétrole du Caucase, je dois arrêter la guerre », il est alors assez logique de voir le Reich déployer ses meilleures armes dans l'une des opérations qui va sans aucun doute dicter son avenir. In den frühen Morgenstunden des 28. Juni brechen deutsche und verbündete Truppen in einer Breite von fast 300 Kilometern durch die sowjetischen Linien. Ainsi, le BS9G fait ses débuts sur le front de l'Est à la fin du printemps 1942, à un moment où les Jagdgeschwader profitaient du retour des beaux jours, reprenant leurs opérations offensives. En dépit des lourdes pertes subies durant l'opération Barbarossa et désormais l'incapacité de la Jagdwaffe d'assurer une supériorité aérienne totale sur l'ensemble du front russe, la chasse allemande parvient néanmoins à reprendre le contrôle du ciel, notamment dans le sud de l'URSS où Hitler lance le gros de ses forces vers le pétrole du Caucase. Dans le ciel du sud de l'URSS s'engagent des combats avec la même intensité que l'année 41. Dans les deux camps, les pertes grimpent. Angriff auf einen bolschewistischen Schlachtflieger. Rata. Auch dieser Bolschewist wird erledigt. Cette situation ne durera qu'au début de l'été. Fort de leur expérience acquise au cours de l'année 1941, les soviétiques avaient commencé à adopter les tactiques allemandes, notamment les formations type Schwarm, et leur armée de l'air avait subi une réorganisation et disposait de plus d'autonomie. Cela s'ajoutait au renfort d'unités d'élite issues de la réserve de la Stavka envoyée aux 2e et aux 8e armées de l'air qui encaissaient l'offensive allemande.
Les Allemands qui d'ailleurs ne tardèrent pas à reconnaître l'amélioration des VVS par rapport à l'année 41, situation renforcée par l'arrivée de nouveaux appareils tels que le Yak 1, le Yak 7 et le Yak 3. Malgré l'arrivée de nouveaux appareils du côté soviétique, le Bf-109 et surtout le G n'étaient pas dépassés par rapport à ses équivalents soviétiques. Si l'on se concentre sur une des critères principaux pour évaluer les performances d'un avion de chasse, soit la vitesse de pointe, le BF-9G a l'avantage. Disposant d'un compresseur à haute performance, la machine de Willy Messerschmitt pouvait atteindre une vitesse de pointe de 620 km/h à 6000 mètres, alors que dans le même temps, les modèles de Yak 1 ou de Yak 1B peinaient à atteindre les 590 km/h entre 4000 et 5000 mètres. Et ne parlons même pas du Yak 3 qui à 5000 mètres peinait à dépasser les 560 km/h. Même constat vis-à-vis de la montée en altitude où les avions soviétiques chutaient en performance vers les 4000-5000 mètres, tandis que le Bf-109 chutait en performance vers les 6000 mètres. Cependant, le Bf-109 n'excelle pas dans l'agilité où les avions soviétiques le battaient, que ce soit les Yak ou les Yak 3. Il faut aussi rappeler la nature de la guerre aérienne sur le front de l'Est, qui était essentiellement une guerre tactique et non stratégique. Cela se traduit par le fait que les avions de chasse ou les bombardiers n'avaient pas les altitudes dépassant les 5000-6000 mètres, ce qui fait que même si le BS-9 avait de très bonnes performances sur le front de l'Est, cela ne découlait pas uniquement de ses performances brutes, il fallait aussi prendre en compte d'autres facteurs. Bien que bénéficiant de ces avantages techniques, dès le début de l'opération Fallblow, les forces de la Luftwaffe 4 affectées dans le sud de la Russie constataient une hausse qualitative des forces aériennes soviétiques, ce qui se traduit pour la Luftwaffe par des pertes plus importantes, mais aussi par la disparition d'as. Parmi les plus connus durant cette période, on compte Robert Feibel Leopold Steinbatz, qui disparaît le 15 juin lorsque son BS-9 F4 fut touché par des tirs antiaériens. À titre posthume, Hitler le décora de la feuille de chêne avec glaive et l'éleva au grade de lieutenant. Si ce type de résultat était encourageant pour les soviétiques, il ne pouvait masquer la réalité qui était, quand même avec une progression qualitative, tactique et organisationnelle de l'aviation. En face, la Luftwaffe reste une force nettement supérieure dans ce domaine, valorisant ses qualités grâce à des cadres extrêmement expérimentés comme l'Oberstleutnant Herbert Ihlefeld, le major Gordon Golob, l'Oberleutnant Hermann Graf ou encore le Hauptmann Johannes Steinhoff. Avec cette situation, au cours du mois de juin, les Villiers ne tardent pas à ressentir la violente attrition et surtout le déséquilibre entre les anciens pilotes expérimentés de la seconde et de la 8e armée de l'air ayant survécu à l'opération Barbarossa et les nouvelles recrues de la première armée de l'air qui manquaient considérablement d'expérience et surtout d'une formation complète. De plus, pour compenser les pertes, le commandement soviétique fit le choix catastrophique de sacrifier la qualité de formation au profit de la quantité. Il est donc assez évident que l'aviation soviétique ne pourra pas maintenir ses performances durant bien longtemps. Il n'est donc pas très surprenant qu'au début du mois de juillet, la Luftwaffe 4 maudit 48 victoires pour la perte de seulement 2 avions, des pertes synonymes d'un futur carnage qui en fait avait déjà commencé fin juin, car entre le 28 et le 9 juillet, les Yak Figure ont indiqué 540 appareils soviétiques détruits dans la région de Kursk-Voronezh. Des unités comme la J3 Udet ou encore la Yak 117 se distinguent particulièrement. Au pied du mur, les VS puisent dans leur dernière réserve pour maintenir une défense anti-aérienne. Malgré leurs efforts, fin juillet, les forces aériennes soviétiques ne disposent dans le sud de la Russie qu'un peu plus de 200 avions. Das Bodenpersonal verfolgt gespannt den Kampf. Kondensstreifen zeigen den Weg der Maschinen. Neuer Anflug. Der Bolschewik ist getroffen. En cet été 1942, les nazis n'ont jamais donné autant l'illusion de pouvoir gagner la guerre. Dans la bataille de l'Atlantique, les loups-gris de Dönitz chassent au large des côtes de l'Amérique dans le cadre de l'opération Paugenschlag. Des commandants comme le capitaine-lieutenant Reinhard Hardegen ou le capitaine-lieutenant Erich Stopp coulent en 6 mois à la torpille ou au canon plus de 600 navires, soit 3 millions de tonnes, pour la perte de seulement 22 loups. Ein dicker Tanker liegt im Fadenkreuz. Der Aal hat gesessen. Der Funker gibt die Erfolgsmeldung durch. Sie haben den Tanker seinem Schicksal überlassen. Sur le front de la Manche, dans une situation d'insécurité numérique de 1 pour 3, les pilotes de la Luftwaffe Ouest du général Feldmarschall Hugo Sperl arrivent à contenir les Britanniques comme lors du catastrophique Crête de Dieppe, où des pilotes comme Joseph Priller
ou Egomeyer continuent de maintenir la Royal Air Force en défaut. Deutsche Jäger sperren im Zusammenwirken mit der Flakartillerie den feindlichen Kampfflugzeugen und Jägern den Weg. Dans ses actualités de la fin du mois d'août 1942, le commentateur Harry Giese ne se contente pas d'exposer les capacités de la force allemande à défendre l'Ouest contre tout débarquement. Der Feind ist zurückgeworfen. Allein die im Küstenschutz eingesetzten deutschen Kräfte genügten, um den Briten und Amerikanern eine vernichtende Niederlage zu bereiten. Dans une troisième partie, il présente également au peuple allemand la grande victoire de la Oster lors de la bataille de Kalash, où la Wehrmacht enregistre l'un de ses plus grands succès, permettant ainsi à la 6e armée du général Paulus de reprendre sa progression vers Stalingrad. Zerschlagene Sowjetpanzer. Am 12. August gab das Oberkommando der Wehrmacht das Ende der Vernichtungsschlacht westlich Kalatsch bekannt, in der die Masse der sowjetrussischen 62. Armee und starke Teile der 1. Panzerarmee vernichtet wurden. Über 1000 Panzerkampfwagen und über 750 Geschütze wurden zerstört oder erbeutet. Die Zahl der Gefangenen stieg auf über 57.000. Malgré l'ampleur de ses succès, sur le front de l'Est, la Wehrmacht est dans la souffrance face à un ennemi imbattable, le soldat logistique, soldat dont le Bf-109 souffre particulièrement, étant constamment en manque de tout, pièces de rechange, carburant et munitions. Les conditions extrêmes et les immensités soviétiques font fondre les unités de la Luftwaffe comme neige au soleil. Le 20 juillet 1942, la J3 Odette est à un niveau opérationnel de 78% avec 72 Bf-9 opérationnels. Après seulement un mois de combat le 20 juillet, ce chiffre chute à 44% avec seulement 33 Bf-9 opérationnels, ce qui correspond à l'équivalent d'un groupe. En plus de cette situation logistique extrêmement difficile, s'ajoute au BS-9 un problème qui devient de plus en plus récurrent au cours des semaines de l'opération Folblow et le fait que la cellule du ME-109 G1 G2 est mal adaptée au Daimler-Benz 605. Elle accuse notamment des faiblesses de structure lors des atterrissages. Ainsi, dès le début du mois de septembre 1942, la série G1 G2 commençait à être passée par la série G3 G4. Les principales évolutions de la série G3 G4 sur la série G1 G2 étaient l'élargissement des pneus d'atterrissage ainsi que l'orientation de l'axe de rotation des roues désormais presque parallèle au sol. Cette évolution visait à compenser l'augmentation du poids des versions Gustave pour corriger la répartition inégale de la masse sur le temps d'atterrissage, la stabilité au sol ainsi que le roulage jugé criminel par les pilotes de la Luftwaffe. Cette modification réduisait aussi les risques d'usure prématurée ainsi que de casse de temps d'atterrissage, un problème accentué en Russie où les aérodromes de campagne étaient la norme. Mais ces changements provoquaient l'apparition de bosses sur les ailes qui étaient nécessaires pour loger les roues. Toujours dans l'optique de renforcer notre atterrissage, la roulette de queue devenant rétractable, elle est donc recouverte d'un carénage pour minimiser la traînée. La dernière amélioration de la série était l'évolution de sa motorisation avec le Daimler-Benz 605A1 équipé d'un système de suralimentation contrairement au Daimler-Benz 605A. La série G3 G4 est moins connue que la série G1 G2, particulièrement la G2. Sur internet, on ne trouve presque aucune information précise ni d'avis de pilote de chasse sur la série G3 G4. Mais d'après ce que je vous ai dit, on peut dire que Messerschmitt a sacrifié les performances au profit de la sécurité et donc du niveau opérationnel. Au final, la série G3 G4 ressemble plus à un retour en arrière qu'à une véritable amélioration. À partir de septembre 1942, le Bf-109G4 entre en service et la Luftwaffe continue d'imposer sa loi dans le ciel soviétique. Mais sur Terre, l'élan du plan bleu se brise dans le Caucase. Le groupe d'armée A est de plus en plus freiné autant par l'ennemi que par le général logistique et par l'absence de la Luftwaffe. Plusieurs centaines de kilomètres au nord, le groupe d'armée B, collé le long du fleuve Don, tente de forcer entre Stalingrad. Il faudra attendre la mi-septembre pour voir les forces de la 6e armée du général Friedrich Paulus pénétrer dans la ville et entrer dans le phare de Stalingrad. In den Vororten von Stalingrad. Die große Schlacht um die Wolgastadt hat sich in zahllose Einzelgefechte aufgelöst. Wann geht's endlich los? Nach Norden! Dans la cité de la Volga, les soldats du front de l'Est se livrent à une bataille d'un genre particulier, où la rue n'est plus le champ de bataille, et où la progression se fait d'une rue à l'autre, d'un immeuble à l'autre, d'une cave à l'autre. Meter um Meter schieben sich unsere Panzer dichter an den Feind heran. Mais Stalingrad, c'est aussi une grande bataille aérienne. Au cours du mois de septembre 1942, au-dessus de la forteresse de la Volga, les Bf-109 de Wolfram von Richthofen
écrivent des lignes de l'un des affrontements aériens les plus intenses de l'histoire dans l'une des zones les plus restreintes. Des Geschwader comme la J3 Oudet, la Geschwader 53 Pik-As ou encore la Geschwader 52 continuent la nuit de l'été dans les rangs de la 8e armée aérienne du major général de l'aviation Timochei Kroyukin. 4 septembre, la 6e armée aérienne de Pavel Stepanovich Stepanov est mise en service sur le front de Stalingrad, mais perd 20 avions dès le premier jour d'engagement sur les 152 appareils opérationnels. 10 septembre, le pôle groupeux de la Geschwader 53 revendique 22 victoires pour la perte de 4 pilotes, dont le lieutenant Walter Zilo, 21 ans, Peter Kreustriger. 18 septembre, les Jagdflieger affichent un ratio impressionnant de 77 victoires contre un seul BS-9 perdu. Fin septembre, la 220e division d'aviation de chasse affiche la perte de 58 appareils en 2 semaines, soit 68% de perte par rapport à ses effectifs du 4 septembre. Mais Stalingrad n'est pas seulement qu'une bataille de masse. Dans le ciel de la ville de Staline, des hommes écrivent leur légende, comme les tireurs d'élite soviétiques quelques kilomètres en dessous d'eux. Des noms comme ceux de Friedrich Karl Müller, Wilhelm Krenius, Wolfgang Stone, tous as sur BF-109 à plus de 80 victoires, titulaires de la feuille de chêne, ou Heinchen Lob, participent à l'effondrement total de l'aviation soviétique sur le front de Stalingrad. Tout au long du printemps-été et du début de l'automne 1942, la propagande allemande n'a cessé de personnifier les victoires de la Luftwaffe en affichant as des as sur as des as, comme l'Autrichien Gordon Golob, nazi convaincu, que l'on voit ici monter de son BS-9 F4, prêt à partir en mission. Dritter Kreuzträger Hauptmann Golob. Schoss über Sevastopol schon seinen 101. Gegner im Luftkampf ab. Par la caméra, on comprend que ce pilote a rejoint un cercle extrêmement restreint des pilotes de chasse à plus de 100 victoires. Seulement, ce qui fera la légende de cet homme est le fait qu'il est devenu le deuxième pilote de la Luftwaffe à recevoir les diamants à sa feuille de chêne avec glaive pour avoir atteint un cap symbolique, étant le premier pilote de l'histoire à atteindre les 150 victoires. En cette année 1942, Gordon Golob n'était pas le seul as des as que la propagande exposait. Au sud de l'Europe, dans les déserts chauds de Libye, un autre homme attirait toute l'attention et il s'appelle Hans Joachim Marseille. Il a à peine la vingtaine, 2 ans de garde dans les pattes, et pourtant il semble être au-dessus de tous en étant un des Jagdflieger dont le tableau de chasse rivalise aisément avec ceux des grands noms de l'Est, alors qu'il évolue sur un théâtre plus ardu, ce que sa propagande ne manque pas de souligner. Der Führer verlieh dem hervorragenden Jagdflieger anlässlich seines 101. Luftsieges als 12. Offizier der deutschen Wehrmacht das Eichenlaub mit Schwertern zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Der 22-jährige Offizier errang seine Erfolge ausschließlich im Kampf mit britischen Gegnern. Der Führer lässt sich von dem tapferen Jagdflieger Einzelheiten von seinem Einsatz in Nordafrika berichten. Oberleutnant Marseille gilt als der gefürchtetste deutsche Jagdflieger in Nordafrika. Mais en cet automne 1942, qui de mieux pour symboliser les victoires allemandes que l'as des as de la bataille de Stalingrad en la personne de Hermann Graf. En seulement un mois au-dessus de la Volga, cet homme affiche un nombre absurde de plus de 60 victoires et après Gordon Golob et Hans Joachim Marseille, Luftsiege errungen. Der Führer verlieh ihm als 5. Soldaten der Wehrmacht die höchste deutsche Tapferkeitsauszeichnung. Das Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Hauptmann Graf im Kreise seiner Staffelkameraden. Même avec ses difficultés de développement, de fiabilité et de logistique, le Messerschmitt BS-9 a conservé son statut de redoutable avion de chasse, principalement grâce au couple expérience, tactique et organisation. Et en cet automne 1942, il confirme totalement son statut lorsqu'à la fin du mois de septembre, l'aviation soviétique disparaît totalement du front de Stalingrad. Les Stuka de Richthofen ont la voie libre pour soutenir les hommes de la 6e armée en pilonnant au mètre près les troupes de Tchoukov. Ausgebaute MG-Nester niederreißen. Wo bleibt die Infanterie? Achtung, feindliches Geschütz! Die Straße ist freigekämpft, der Feind für kurze Zeit niedergehalten. Unsere Infanterie stürzt sich auf die umliegenden Ruinenfelder und jagt die Sowjets in entschlossenem Zupacken aus ihren Kellerstellungen hinaus. Los jetzt, Bewegung! Auf geht's! Eins wie hinein! Nicht zurückweichen, Kamera! Los, los, los! In diesen schweren Häuserkämpfen gegen einen zähen, verbissen kämpfenden Gegner beweist der deutsche Soldat immer wieder seine überragende Tapferkeit. En dépit des difficultés de progression et de la violence des combats urbains, après 2 longs mois de combats intenses, la 6e armée a conquis 90% de la ville, du moins ce qu'il en reste.
Malgré le nombre de morts, le ravitaillement famélique zone de Perolousse, la ténacité du soldat soviétique, la fragilité des forces allemandes, éparpillées le long du fleuve Don, assistées par des forces italo-roumaines sous-équipées et en dépit du compte à rebours économique qui pèse sur le Reich, le 8 novembre, lors d'un discours en Bavière, pour célébrer les 19 ans du putsch de Munich, Hitler, face aux anciens camarades, où il est souvent plus intime, affiche un optimisme irréaliste. Ich sage langsam. Ich möchte das für meine Gegner sagen, nicht für unsere Soldaten. Denn was unsere Soldaten an Tempo hier zurückgelegt haben, ist gigantisch. Auch das, was heuer wieder zurückgelegt wurde, ist gewaltig und geschichtlich einmalig. Dass ich die Sachen nun nicht immer so mache, wie die anderen es gerade wollen, ja, ich überlege mir, was die anderen wahrscheinlich glauben und mache es dann grundsätzlich anders. Wenn also Herr Stalin erwartet hat, dass wir in der Mitte angreifen, ich wollte nicht in der Mitte angreifen. Nicht nur deswegen, weil vielleicht Herr Stalin daran glaubte, sondern weil mir daran gar nichts mehr lag, sondern ich wollte zur Wolga kommen. An einer bestimmten Stelle, an einer bestimmten Stadt. Zufälligerweise trägt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen dort losmarschiert bin. Die könnte auch ganz anders heißen, sondern nur weil dort ein ganz wichtiger Punkt ist. Dort schneidet man nämlich 30 Millionen Tonnen Verkehr ab. Darunter fast 9 Millionen Tonnen Ölverkehr. Dort fließt der ganze Weizen zusammen aus diesen gewaltigen Gebieten der Ukraine und des Kuban-Gebietes, um nach dem Norden transportiert zu werden. Dort ist das Manganerz befördert worden. Dort war ein gigantischer Umschlagplatz. Den wollte ich nehmen. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind nur ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen, warum kämpfen Sie da nicht? Weil ich kein zweites Verdun machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßtrupps mache. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende. Dix jours plus tard, dans les Deutsche Wochenschau, cet optimisme passe de la maîtrise à la providence. Weilte der Führer am Vorabend des 9. November in München und sprach dort zu seiner alten Garde. Der Führer sagte unter anderem: Mehr als uns hat die Vorsehung überhaupt noch kein Volk mit Erfolgen beschenkt. Ganz gleich, wo immer auch die Fronten stehen, immer wieder wird Deutschland parieren oder zum Angriff vorgehen. Unseren Fahnen wird am Ende der Erfolg beschieden sein. Au moment où le peuple allemand découvre cette actualité hebdomadaire, il ne le sait pas encore, mais dans la nuit du 18 novembre 1942, dans le brouillard très épais de la région du Don, les soviétiques déclenchent l'une de leurs contre-offensives, nom de code Opération Uranus.